le cours aujourd'hui fait partie d'un séminaire annuel dans le cadre du département de culture française à l'Université Bar-Ilan. Il s'agit d'une introduction au courant majeur de la littérature française du XXe siècle, depuis Proust à Houellebecq, le temps permettant. Le cours aujourd'hui n'est pas donc un cours autonome, mais à sa place dans une réflexion élaborée d'une semaine à l'autre à partir d'un certain nombre de textes plus ou moins canoniques. Dans cette partie du séminaire, j'aborde depuis quelques semaines déjà la question de l'expérimentation formelle dans le théâtre et le roman de l'après-guerre, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément le théâtre de l'absurde et le nouveau roman. Donc j'ai déjà parlé de la théorie du théâtre d'Artaud dans les années 30 et j'ai passé en revue quelques traits saillants du théâtre de Samuel Beckett, et notamment en attendant Godot et fin de partie. Ce cours aujourd'hui me trouve donc en plein milieu du théâtre d'Eugène Ionesco que j'avais entamé la semaine dernière. Nous avons vu donc, je reprends à partir de la fin du cours la semaine dernière, nous avons vu que dans les deux parties précédentes, les deux faces des réflexions théorique de Ionesco sur le théâtre, à cette condition près que si, au début de sa carrière dramatique, il était pleinement conscient de la sorte de théâtre qui le révoltait, il était beaucoup moins sûr du théâtre qu'il voulait mettre en scène. Comme on a vu, la théorie chez Ionesco est venue après coup seulement. Qu'en était-il donc de ses premières expériences en tant que dramaturge, c'est-à-dire quelles étaient précisément ses intentions en écrivant La cantatrice chauve et La leçon, les deux pièces dont il s'agira dans ce cours. Ces deux pièces à propos que vous pouvez voir tous les soirs, sauf dimanche, au théâtre de la Huchette à Saint-Michel à Paris. Je vous rappelle que La cantatrice chauve est à l'affiche depuis 1957. Pour 32 €, tarif réduit pour étudiants et chômeurs. Et concurrence avec Mousetrap? Je pense que Mousetrap d'Agatha Christie, n'est-ce pas, joue depuis les années 40, donc je pense que ça c'est plus long. Avant donc de lire les quelques citations que j'ai préparées à partir de ce texte Notes et contre-notes, dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, je voudrais rappeler les circonstances qui ont entouré et rendu possible la rédaction de La cantatrice chauve en 1948. Donc je remonte à 1948. Ionesco voulait améliorer sa connaissance de la langue française, de la langue anglaise, pardon. Il voulait apprendre l'anglais. Il s'est procuré à cet effet un manuel d'anglais. Je cite, « C'est parce que je n'ai pas réussi à apprendre de l'anglais, dit-il, que je suis devenu écrivain de théâtre. » Bref, à l'aide de son manuel de conversation franco-anglaise, à l'usage des débutants, Ionesco s'est mis à copier pour les apprendre par cœur les phrases indiquées. À sa grande surprise, il a appris, non pas l'anglais, comme il voulait, mais des vérités qu'il savait déjà, mais auxquelles il n'avait jamais réfléchi sérieusement ou simplement qu'il avait oubliées. Par exemple, il apprend qu'il y a 7 jours dans la semaine, que le plancher est en bas et le plafond en haut, etc. Réveillé de son sommeil mental, de l'accoutumance, dit-il, dans Notes et contre-notes, Ionesco s'est rendu compte qu'il était face à des vérités fondamentales, des constatations profondes. Les Smith, les Martin, la domestique Mary figuraient tous dans les dialogues introduits dans son manuel à partir de la 3e leçon. Des vérités donc particulièrement permanentes sont énoncées, par exemple, que les Smith ont plusieurs enfants, qu'ils habitent dans les environs de Londres, que leur nom est Smith, etc., etc., ainsi que des vérités du moment, telles que les Smith viennent de dîner et qu'il est 9 h du soir,
d'après la pendule, l'heure anglaise. Ionesco attire notre attention, dans note et contre-note, sur, je cite, le caractère indubitable, parfaitement axiomatique des affirmations de Madame Smith, ainsi que sur la démarche tout à fait cartésienne de l'auteur du manuel, une progression supérieurement méthodique de la recherche de la vérité. Devant ces illuminations, devant ces vérités, Ionesco a abandonné son projet d'apprendre l'anglais et a commencé à écrire une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'il voulait communiquer cette révélation qui lui a procuré l'apprentissage d'une langue étrangère. Et pourtant, en essayant de communiquer ces vérités, il lui est arrivé quelque chose de très bizarre. Et là, je laisse la parole donc à Ionesco dans la citation 21 pour les copier. Pourtant, le texte de la cantatrice chauve ne fut une leçon et un plagiat qu'au départ. Un phénomène bizarre se passa, je ne sais comment, le texte se transforma sous mes yeux, insensiblement contre ma volonté. Les propositions toutes simples et lumineuses que j'avais inscrites avec application sur mon cahier d'écolier, laissées là, se décantèrent au bout d'un certain temps, bougèrent toutes seules, se corrompirent, se dénaturèrent. Les répliques du manuel, que j'avais pourtant correctement, soigneusement copiées, les unes à la suite des autres, se déréglèrent. Le langage s'était désarticulé, les personnages s'étaient décomposés. La parole, absurde, s'était vidée de son contenu et tout s'achevait par une querelle dont il était impossible de connaître les motifs, car mes héros se jetaient à la figure non pas des répliques, ni même des bouts de propositions, ni des mots, mais des syllabes, ou des consonnes, ou des voyelles. Pour moi, il s'était agi d'une sorte d'effondrement du réel. Les mots étaient devenus des écorces sonores, dénuées de sens. Les personnages aussi, bien entendu, s'étaient vidés de leur psychologie, et le monde m'apparaissait dans une lumière insolite, peut-être dans sa véritable lumière, au-delà des interprétations et d'une causalité arbitraire. L'écriture a donc mené à, je souligne, la désarticulation du langage, à la décomposition des personnages et à un effondrement du réel. Dans mes deux dernières citations, pour conclure cette partie sur la théorie, disons, de Ionesco, on retrouve les idées clés du théâtre de Ionesco, des idées qui ont pris forme à partir de l'expérience de l'écriture même. La parodie, les clichés du langage, l'expression de l'étrange, les principes contradictoires non résolubles, le conformisme révélé dans le langage automatique, et enfin les personnages sans caractère. Donc je lis rapidement la très longue citation, série de citations en fait, numéro 22. Dans ma première pièce, La cantatrice chauve, qui tentait d'être au départ une parodie du théâtre et par là une parodie d'un certain comportement humain, c'est en m'enfonçant dans le banal, en poussant à fond, jusque dans leurs dernières limites, les clichés les plus éculés du langage de tous les jours, que j'ai essayé d'atteindre à l'expression de l'étrange, où me semble baigner toute l'existence. Tragique et farce, proséisme et poétique, réalisme et fantastique, quotidien et insolite, voilà peut-être les principes contradictoires, il n'y a de théâtre que s'il y a des antagonismes, qui constituent les bases d'une construction théâtrale possible. De cette façon, peut-être, le non naturel peut apparaître dans sa violence naturelle et le trop naturel apparaître non naturaliste. En écrivant cette pièce, car cela était devenu une sorte de pièce ou une anti-pièce, c'est-à-dire une vraie parodie de pièce, une comédie de la comédie, je m'imaginais avoir écrit quelque chose comme la tragédie du langage. Plus tard, analysant cette œuvre, des critiques sérieux et savants l'interprétèrent uniquement comme une critique de la société bourgeoise et une parodie du théâtre de boulevard. Cependant, il ne s'agit pas dans mon esprit d'une satire de la mentalité petite bourgeoise liée à telle ou telle société. Il s'agit surtout d'une sorte de petite bourgeoisie universelle, le petit bourgeois étant l'homme des idées reçues, des slogans, le conformisme de partout.
Ce conformisme, bien sûr, c'est son langage automatique qui le révèle. Les automatismes de langage, du comportement des gens, le parler pour ne rien dire, le parler parce qu'il n'y a rien à dire de personnel, l'absence de vie intérieure, la mécanique du quotidien, l'homme baignant dans son milieu social, ne s'en distinguant plus. La cantatrice chauve, personnage sans caractère, fantoche, être sans visage, plutôt cadre vide auquel les acteurs peuvent prêter leur propre visage, leur personne, âme, chair et os. Le passage du burlesque au tragique doit se faire sans que le public s'en aperçoive, les acteurs non plus peut-être ou à peine. Changement d'éclairage, c'est ce que j'ai essayé dans la leçon. Et finalement, donc, pour conclure, parce que j'espère pouvoir illustrer un certain nombre de ces notions de la citation 22, la citation 23, dernière citation. La cantatrice chauve, aussi bien que la leçon, entre autres, tentative d'un fonctionnement avide du mécanisme du théâtre. Essai d'un théâtre abstrait ou non figuratif, ou concret au contraire si on veut, puisqu'il n'est que ce qui se voit sur scène, puisqu'il naît sous le plateau, puisqu'il est jeu de mots, jeu de scène, image, concrétisation des symboles. Donc, fait de figure non figurative. Théâtre abstrait, drame pur, antithématique, anti-idéologique, anti-réaliste socialiste, anti-philosophique, anti-psychologique de boulevard, anti-bourgeois, redécouverte d'un nouveau théâtre libre, c'est-à-dire libéré, c'est-à-dire sans parti pris, instrument de fouille, seul à pouvoir être sincère, exact et faire apparaître les évidences cachées. Voilà, j'espère à partir de la semaine dernière et ce que je viens de dire en guise de conclusion pour cette partie, illustrer ces propos à partir de la cantatrice chauve et la leçon. Et j'ai divisé cette partie du cours en 3 parties. Je vais parler d'abord de l'action, ce que j'appelle l'action, j'explique ce que je veux dire par là. Ensuite, les personnages et ensuite le langage dans ces pièces de Ionesco. Donc, 3 parties, action, personnage, langage. Action d'abord. Qu'est-ce que j'entends par action? J'entends par action non seulement ce qui se passe sur scène, c'est-à-dire l'histoire ou les histoires qui se déroulent devant nous, mais aussi la façon dont ces histoires se vivent, c'est-à-dire la question de la forme. La question de la forme. Au lieu d'action ou de péripéties, si vous voulez, en fait, il convient mieux peut-être de parler de l'intensité de certains états émotionnels qui portent les pièces. Et j'avais dit la semaine dernière qu'il y a un rapport étroit entre la théorie d'Ionesco et le surréalisme. On a vu comment l'héritage du surréalisme se manifeste dans ces pièces. Donc, certains états émotionnels qui portent les pièces. Et dans la présentation donc, de ces états, on retrouve même l'un des éléments de la haute stylisation de la tragédie grecque. C'est-à-dire, une des règles incontournables de la tragédie grecque, c'est l'unité, n'est-ce pas? Temps, lieu et unité. La concentration du temps fait que la durée de la représentation est en directe proportion au temps passé sous la scène. Et j'ai pensé par exemple au film High Noon, qui était très inventif à l'époque, dans les années 50. High Noon avec Gary Cooper, un film de Fred Zinnemann, traduit par Le Train sifflera 3 fois. Le film dure 1h20 et l'action dure 1h20 en attendant l'arrivée des méchants, etc. Donc ici, ce qu'on voit sous la scène est en temps réel, si vous voulez. Ce qui n'est pas du tout le cas de nombreuses pièces de boulevard de l'époque que critique Ionesco. Autrement dit, les Smith, Mary, l'arrivée des Martins et de pompiers constituent une suite continuelle d'actions. Et dans la leçon, l'arrivée et la mort de l'élève constituent également une même unité organique. Si les 2 pièces donc prennent vite l'allure
d'un rituel, et j'espère que vous avez peut-être lu les pièces, et sinon au moins les extraits que j'avais mis sur le site internet du cours, hein, ça vous aide à comprendre ce que je veux dire. Donc les deux pièces prennent vite l'allure d'un rituel. Je souligne le mot rituel parce que je pense que c'est cette notion du rituel qui fait que les pièces de Ionesco ressemblent à la théorie d'Artaud et également aux pièces, comme on verra sans doute la semaine prochaine dans le théâtre de Genet, okay, la notion de rite, de rituel, de cérémonie. La structure de l'ensemble ne fait que renforcer l'aspect répétitif de tout rituel. Un rituel, c'est répétitif, sinon ce n'est pas un rituel. Mais les significations ont changé. Je m'explique. Le rythme des cérémonies sacrées religieuses, répétées selon donc des modèles traditionnels, rappelle très souvent le rythme, n'est-ce pas, de la nature, les changements de saison, le rythme de la vie elle-même. La répétition régulière du rituel religieux, précisément, suggère quelque chose de vital et de significatif. Représentation, donc, dans le temps, de ce qui est vrai aussi dans l'éternité, et par conséquent, assimilation dans le rituel de cet acte mystique de l'humain au divin, du temporel à l'éternel. Le problème, c'est que dans la cantatrice chauve, aussi bien que dans la leçon, et je pense également, comme on a vu dans les pièces de Beckett, Godot et fin de partie, le temps cyclique a d'autres significations. C'est-à-dire, il n'est plus vital. Il a perdu contact avec une éternité pleine de sens, avec une forme de transcendance qui donne signification à l'existence des personnages. Chez Beckett, par exemple, il suggère la monotonie d'un univers abandonné de Dieu, comme j'ai essayé de montrer en parlant des pièces de Beckett. Et donc vide, la signification là est vide. Chez Ionesco, il signifie un monde d'anonymat, sans signification, un monde purement, comme il a dit dans une de ces citations que j'ai lues, un monde purement mécanique. On sent, si je fais une comparaison là, on sent que la blessure de cette coupure de signification est encore fraîche chez Beckett, qu'elle saigne encore. Et c'est cette blessure, à mon avis, qui donne aux pièces de Beckett une dimension humaine qui manque chez Ionesco, du moins dans les premières pièces d'Ionesco. Je ne parle pas, bien entendu, des pièces ultérieures d'Ionesco comme Rhinocéros, Le Roi se meurt, etc., où les personnages sont beaucoup plus travaillés que dans ces premières pièces, La cantatrice chauve et La leçon. Je souligne donc qu'il y a une unité, une structure circulaire, rituelle. Structure circulaire et rituelle. Ensuite, il y a l'exploitation des ressources théâtrales. Qu'est-ce qu'il avait dit Artaud dans sa théorie? Qu'un objet sur la scène fait partie de l'expérience théâtrale. Il n'est pas accessoire. Les lumières doivent jouer un rôle. Le décor. Et bien précisément dans Ionesco, les objets, le décor et la lumière font partie intégrante de ces pièces. Dans La cantatrice chauve, par exemple, et je vais essayer de montrer comment les pièces fonctionnent. Dans La cantatrice chauve, les fauteuils et la pendule, tous les deux sont anglais, c'est précisé dans le texte, n'est-ce pas? Les fauteuils et la pendule anglais ne sont que trop familiers. Rien, en fait, n'est étrange au début. Tout est conforme à nos attentes. Je donne également l'exemple de l'uniforme du pompier. Le pompier arrive, il porte un casque et il porte l'uniforme d'un pompier, comme c'est écrit dans le texte. Page 43.
C'est-à-dire, chez Ionesco, on doit pouvoir reconnaître d'abord. Et je souligne l'importance de ce mot, et j'essaie de montrer comment Ionesco est en train de désarticuler non seulement le langage, mais de faire décomposer également la logique. On commence par la reconnaissance. On reconnaît d'abord les situations et les personnages. L'étrange chez Ionesco va peu à peu se révéler dans le familier. Le fantastique se révèle dans le quotidien. Et de nouveau, je souligne la comparaison que j'ai faite dans le passé avec Kafka. Okay? L'étrange chez Kafka se révèle dans le familier, dans le quotidien. C'est le cas, par exemple, de la pendule anglaise qu'on reconnaît, c'est une pendule anglaise. Et tout d'un coup, cette pendule commence à sonner 17 coups. On n'a jamais vu une pendule qui sonne quand même 17 coups. Plus tard, page 30 également, cette même pendule commence à sonner 29 fois. 29 fois. Je cite, « Le coup de la pendule, disent les didascalies, doit être si fort qu'il doit faire sursauter le spectateur. » Cette notion de faire sursauter le spectateur. Et je vous rappelle en passant que l'une des fins envisagées par Ionesco pour la fin de la cantatrice chauve, il abandonne finalement, c'était qu'un policier, soit dans le public, soit qui entre sur la scène à la fin de la pièce, sort une mitrailleuse et commence à mitrailler le public. Avec des balles blanches, évidemment, j'espère en tout cas. Mais commence à mitrailler le public pour les faire sursauter. Bien entendu, comme tout choc, comme tout effet de surprise, ça marche la première fois uniquement. Si tu veux voir une deuxième fois la représentation, tu t'y attends déjà. Donc il a abandonné cet effet de choc. Mais le coup de la pendule qui sonne 27 fois doit quand même faire sursauter les spectateurs. Et puis, il y a les effets du jeu de la lumière. Page 80-81 à la fin du livre de poche. La lumière s'éteint, on entend toujours les personnages, et lorsque la lumière se déclare de nouveau, les Martins sont à la place des Smith et la pièce recommence. Sauf que les Smith ont pris la place des Martins et les Martins vont devenir les Smith. Voilà. On trouve des techniques similaires dans la leçon. Voici le décor que précise Ionesco pour la leçon. Cabinet de travail ou salle à manger, 2 portes, fenêtres, pot de fleurs banales, petite ville dessinée sur l'horizon, buffet, 3 chaises autour de la table, encore 2 près de la fenêtre, tapisserie, rayon, livre. L'intérieur ne saurait être plus réaliste, comme si on était dans un drame réaliste de la fin du XIXe siècle, voire un mélodrame. Rien non plus n'est outrancier dans les apparences des personnages. Je cite, « Marie la bonne, elle est rougeaude, coiffe paysanne, tablier. L'élève, tablier gris, petit col blanc, serviette sous le bras. Le professeur, barbichette blanche, lorgnon, calotte noire, longue blouse noire de maître d'école, pantalon et souliers noirs, faux col blanc, cravate noire. » C'est-à-dire que tous ces personnages sont conformes à l'image stéréotypée d'une bonne, à l'époque, je veux dire, stéréotypée avec son petit tablier, je ne sais pas s'il y en a encore qui les portent, d'une élève et d'un professeur d'école. Les choses, pourtant, ne vont pas tarder, n'est-ce pas, à tomber dans l'irréalité. On a déjà pu le constater, je vous rappelle, avec la pendule, on reconnaît la pendule qui commence à sonner tout d'un coup 17 coups ou 27 coups, etc. Dans la leçon, les accessoires du professeur s'avèrent tous invisibles, inexistants. Page 106, je cite, « On ne voit pas les allumettes, ni aucun des objets d'ailleurs dont il est question. Le professeur se lèvera de table, écrira sur un tableau inexistant avec une craie inexistante, etc. etc. »
Même phénomène, quelques minutes plus tard, page 111, le professeur se met à écrire un tableau noir imaginaire. Et puis finalement, l'objet le plus important, n'est-ce pas, si vous avez lu la pièce, l'objet le plus important de toute la pièce, le couteau invisible avec lequel le professeur va commettre le viol et le meurtre de l'élève. Et si vous pensez qu'il ne s'agit pas d'un viol, j'essaierai de montrer le contraire tout à l'heure. On notera toutefois en passant, je pense que c'est intéressant dans la comparaison entre Beckett et Ionesco, que Ionesco laisse au metteur en scène l'option de présenter un couteau réel. Alors qu'on a vu avec Beckett, par exemple, il considère ces pièces paradoxalement finies, achevées. On n'a pas à toucher à ces pièces, c'est exactement comme il voulait, comme il avait envisagé. Alors que Ionesco, il est très libre de ce point de vue-là, il accepte des suggestions du metteur en scène, qu'il soit d'accord ou non. En quoi, n'est-ce pas, Ionesco donne un pouvoir au metteur en scène que voulait Artaud. Pour Artaud, ce n'est pas le dramaturge qui est le vrai artiste, n'est-ce pas? C'était le metteur en scène. C'est la vision du metteur en scène qu'on voit sur la scène et non pas la vision du dramaturge. Je ne vais pas donner des exemples, mais tout au long des pièces dans cette édition de la Contre-Tréchauve et la leçon, vous allez voir, il y a des notes où Ionesco souligne dans la représentation, la mise en scène de Nicolas Bataille, tel ou tel personnage n'a pas dit cela. Il a remplacé un mot par un ballon contre la vie de l'auteur, etc. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, il y a de nombreux exemples où il dit « ça c'était une bonne idée, ça n'est pas tellement une bonne idée, etc. » Dans la leçon, je note juste deux exemples dans la leçon de ces notes. Un changement extrêmement significatif, je pense. Page 148. Dans le texte que nous lisons, les didascalies indiquent que la bonne Mary, pardon, j'oublie son nom, comment elle s'appelle? J'oublie. La bonne, dans la leçon, sort de sa poche un insigne, je cite, « peut-être la swastika nazie ». Peut-être la swastika nazie. Pourquoi? Pour donner cet insigne au professeur, pour que le public ne soit pas étonné de les voir sortir avec le 40e cercueil de la journée. Dans la note, Ionesco dit avoir supprimé cet épisode et les répliques pour ne pas ralentir le rythme, dit-il. Mais je pense qu'il a très bien fait. Pourquoi? S'il n'avait pas supprimé le port de la swastika nazie à ce moment-là de la pièce, comment la critique aurait-elle interprété la pièce? Comme une simple satire, une parodie de l'idéologie nazie. Alors que ce n'est pas du tout les intentions de Ionesco de réduire ces pièces à des messages politiques ou d'écrire des pièces idéologiques. Cela aurait permis une lecture qu'il essaie d'éviter. Comme par ailleurs, la première critique de la Contre-Tréchauve, c'était de voir cette pièce comme une critique de la bourgeoisie anglaise dans la Contre-Tréchauve. Tous les Anglais sont comme ça, n'est-ce pas? On le sait, n'est-ce pas? Et puis une dernière note à propos de la Contre-Tréchauve. Ionesco dit que c'était seulement après la 100e représentation de la pièce qu'il avait eu l'idée de changer les places des Martin et des Smith. Il n'arrivait pas à finir sa pièce. Et finalement, il a dit, quoi de mieux que de faire recommencer la pièce. Et la leçon fait exactement le même procédé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe à la fin de la leçon? Il vient de tuer la 40e élève de la journée, ça sonne à la porte, c'est la 41e élève de la journée qui arrive. Et la pièce recommence. Donc de nouveau, cette structure circulaire très mise en évidence dans ces deux pièces. Il y a donc, je souligne, passage de la réalité qu'on reconnaît très facilement à l'irréalité. Ce passage d'Ionesco doit être progressif.
doit être progressif. À ce propos, dans les notes, page 89, concernant la progression dans la leçon, Ionesco écrit que l'élève ralentit progressivement le rythme vif de ses mouvements pour sombrer finalement dans une dépression nerveuse. Le professeur, lui, perd peu à peu sa timidité et les lueurs lubriques de ses yeux finissent par devenir une flamme dévorante, ininterrompue. À propos de cette marge de liberté qu'il donne à ses metteurs en scène, j'ai vu sur YouTube des mises en scène de la leçon et de la cantatrice chauve que vous pouvez donc également visionner. Très intéressant, je trouvais, il y a une représentation allemande de la leçon qui, à mon sens, est un contresens total des intentions de Ionesco, si on prend en compte les intentions de l'auteur, où il a l'élève habillé dans les habits typiques de la dominatrice. Habit noir, petite short noire, de longues bottes noires et un chapeau à la nazie, etc. Je pense que de rendre l'élève sexuellement provocante est tout à fait un contresens dans le contexte de cette pièce. Deuxième représentation intéressante quand même, pour préparer le viol, ce que je vois comme un viol à la fin, le professeur est séparé de l'élève des deux bouts d'une table qui balancent. Et chaque fois que le professeur commence à s'exciter vis-à-vis des répliques de la jeune fille, la table monte dans cette direction-là. Je vous laisse imaginer ce qu'il veut dire. Et ça monte comme ça, etc. Ça, c'était très bien fait. Alors que ce n'est pas du tout dans la pièce telle qu'elle est écrite sur papier. Progression, donc. Le passage de la réalité à l'irréalité doit être progressif. Une vérité de rêve, dit Ionesco, une vérité de rêve doit progressivement se révéler. Et dans une lettre que j'ai trouvée de 1958 de Ionesco à Gabriel Marcel, le philosophe Gabriel Marcel, Ionesco écrit, je cite, « Dans la cantatrice chauve, c'est un essai d'exprimer, en partant de la réalité réaliste, la plus quotidienne, la plus banale, un insolite, un absurde peut-être qui, selon mon sentiment spontané, se cache derrière cette réalité quotidienne et la mine la défait. » Fin des citations. Ce qui m'amène à souligner ce que je vois comme un élément très important de la façon dont les pièces d'Ionesco fonctionnent. La construction de ces pièces tourne autour du processus par lequel ce qui est culturellement familier, le fait de reconnaître un fauteuil anglais, une pendule anglaise, etc., ce qui est culturellement familier, une salle de classe, table, tableau, même s'il est invisible, devient synonyme du naturel. Ce sera pour Ionesco la forme normale et traditionnelle des pièces qu'il n'aime pas, c'est-à-dire les pièces de Sartre et de Camus, où on parle de l'absurdité de l'existence, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas dans la forme même de ces pièces que sont les mains sales, Caligula, le malentendu, huis clos, etc. Le théâtre d'Ionesco, en revanche, et je pense également de Beckett, accuse en caricature ces conventions et en même temps brise irrémédiablement ces mêmes conventions. C'est-à-dire en minant ou en subvertissant ce que nous attendions lorsque tout bascule dans l'irréel et la violence, en minant donc, en subvertissant ce que nous attendions, nos attentes même, notre conception, notre lecture, notre interprétation du monde se trouve profondément ébranlée.
en nous montrant le processus par lequel la cognition, qu'est-ce que j'entends par la cognition? Les facultés cognitives, c'est-à-dire les facultés de la connaissance, le processus par lequel la cognition devient la reconnaissance. Comment dire la reconnaissance en anglais? C'est encore plus explicite, la recognition, la reconnaissance. Le fait que la cognition donc est culturellement déterminée, le décor, les habits des personnages, etc. On se trouve devant une série d'effets défamiliarisants, j'en ai beaucoup parlé de cette notion de défamiliarisation dans les cours précédents, qui brisent les structures de la reconnaissance et donc aussi de la connaissance. Tout d'un coup, on ne reconnaît plus le comportement des personnages. On ne reconnaît plus ce que dit le professeur dans la leçon. Et là, en brisant la reconnaissance, il brise également la connaissance, les formes de la logique et de la raison. Cette interrogation, parce que je pense que j'avais cité la semaine dernière une citation de Notes et contre-notes de Ionesco, où il dit que pour lui, être dramaturge, être écrivain, c'était interroger le monde, interroger les structures du monde. Donc cette interrogation de la façon dont on rend intelligible le monde extérieur crée une tension entre les facultés cognitives du spectateur et ce qui lui est présenté comme, tout d'un coup, méconnaissable. Autrement dit, une tension créée entre ce que l'on reconnaît comme déjà connu. Et je pense que Ionesco est parfaitement conscient, comme il indique dans cette même lettre que j'avais citée tout à l'heure, cette même lettre à Gabriel Marcel. Je cite, « Vous allez me rendre encore coupable, justement, sans doute, de vouloir faire retourner la logique à l'illogique. Le monde construit à son chaos primordial. Je ne crois pas être un auteur inconscient à travers lequel parle seulement le démon de l'absurde et du chaos. Je pense réussir à déchiffrer quelquefois le sens de mon non-sens et à ordonner, selon les règles les plus selon les règles les plus classiques ou les plus traditionnelles du théâtre, les images chaotiques ou oniriques soulevées en moi, ou la montée d'une passion, ou la mise en évidence de l'absurde, c'est-à-dire du comique. Construction rationnelle, architecture obstinée de matériaux qui ne sont pas rationnels. Fin de citation. Comment caractériser donc cette conscience, cette tension? Je pense qu'il s'agit, et pour cela, on apprécie beaucoup mieux cette idée en voyant les pièces d'Ionesco comme toute pièce, c'est censé être vu. Une tension créatrice, une tension dynamique, repérée dans le vide spatial, ce vide spatial entre la rampe et le public. Qu'est-ce que j'entends par la rampe? La rampe, n'est-ce pas, c'est cette barrière de lumière qui à la fois isole la scène du public et éclaire l'action. Ça s'appelle la rampe. Okay? C'est la séparation finalement entre le public et ce qui se passe sur la scène. On se retrouve donc devant le même phénomène que chez Beckett, à mon avis, le public qui est isolé, puisque, en parenthèse, on n'a pas chez Beckett et Ionesco les mêmes inventions, disons, d'Artaud. Quelle était l'idée d'Artaud? C'était de mettre les personnages au milieu d'une énorme salle et d'avoir l'action tout autour. Le public doit pouvoir être sur un tabouret qui tourne
Mais il avait aboli cette rampe, cette distance. Ce n'est pas le cas chez Beckett et Ionesco, ni chez Genet, comme on va voir. Le public, donc, isolé, devient soumis à cette oscillation, si vous voulez, ce va-et-vient entre l'attente, quelles sont mes attentes en voyant une pendule, en voyant un professeur, et la déception. Parce qu'il n'y a aucune résolution. Il n'y a aucune résolution. Oscillation entre l'élucidation et la mystification. Un exemple. Vous vous souvenez de la scène de Bobby Watson. Ah, je vois que Bobby Watson est mort. Oui, il est mort il y a une semaine. Oui, j'ai vu sa fille, Bobby Watson, et son fils, Bobby Watson. Finalement, dans cette scène, tout le monde est Bobby Watson. Tout le monde est Bobby Watson. J'en parlerai vers la fin de ce cours, ce que Ionesco fait exactement avec ce référent de Bobby Watson. Les traductions également du professeur dans la leçon, par exemple, ne sont pas éclairées par les répliques du professeur. Oscillation donc entre la révélation lucide, si vous voulez, et l'incompréhensible confusion. Exemple, la scène de la cacophonie des personnages, lorsque, comme il dit Ionesco, les personnages hurlent des syllabes, des consonnes, des voyelles, l'un à l'autre, aux confusions également lorsqu'on apprend tout à la fin de la leçon qu'il s'agit de la 40e élève violée et assassinée de la journée et qu'il y a une 41e qui attend venir pour sa leçon. Chez Ionesco, donc, ce processus de défamiliarisation qu'on a déjà vu dans la théorie d'Artaud, qu'on a vu dans la mise en scène des pièces de Beckett, ce processus de la défamiliarisation qui se déroule secoue, censé en tout cas, secouer le spectateur jusqu'à ce qu'il perde sa suffisance. Comment Artaud avait appelé cette idée de secouer le public? Un ébranlement physique. Un ébranlement physique. Littéralement, le spectateur de ces pièces doit être secoué jusqu'à ce qu'il perde sa suffisance. Pour lui bien faire comprendre que les valeurs spirituelles, qui ne sont pas des valeurs forcément religieuses, loin de là, mais des valeurs spirituelles, fondamentales, ont été perdues. Je vous rappelle que dans la cantatrice chauve et dans la leçon, Ionesco dit qu'il avait voulu montrer les automatismes de l'homme moderne, comment l'homme était devenu une machine, une forme mécanique de l'existence. Ces automatismes, les répliques, les clichés, etc., sont contenus. Je parlerai donc d'une conscience, à mon avis une sorte de conscience. Une conscience qui est moitié scénique, ce qui se passe sur scène, et moitié auprès du public, auprès des spectateurs. Ils sont dépendants l'une de l'autre, bien entendu. Une conscience qui s'opère dans cet espace théâtral, se situe de façon dynamique dans une sorte de dialectique. Une sorte de dialectique de la présence et de l'absence, une dialectique de la signification et du non-sens. Je dis une sorte de dialectique, je souligne une sorte de dialectique, puisqu'il n'y a pas proprement dit une dialectique où il y a une synthèse, une résolution, une solution. Ionesco, je pense, maintient cette tension dans l'irrésolution. Ce qui est le cas d'ailleurs de Beckett également. Chez Beckett, donc, encore une comparaison, chez Beckett, cette conscience qui passe du public au spectateur, du public jusqu'à la scène, cette conscience définit Vladimir et Estragon, par exemple, et j'en avais parlé déjà dans les cours précédents, définit Vladimir et Estragon en termes simplement d'être là. D'être là.
Comme il disait Rob Grillet dans sa lecture célèbre des années 50 de la pièce de Beckett, les personnages de Beckett sont simplement là. Le but de leur existence, il est là, c'est d'être là, devant nous, sur la scène. C'est-à-dire en opposition à un être ailleurs. Par exemple avec Godot. Et là, on trouve un grand paradoxe qu'on avait vu déjà chez Beckett, n'est-ce pas? C'est que c'est l'absence de Godot qui donne un sens à la présence de Vladimir et Estragon. Sans l'absence de Godot, il n'y aura aucun but à leur attente. L'attente apparemment insensée, pourquoi ils sont là? Ils attendent, qui nous paraît tellement insensé, a un sens. C'est conditionné à partir de l'absence infinie, bien entendu, de Godot. Chez Ionesco, c'est une conscience, me semble-t-il, une conscience qui voit la réalité du couteau invisible. J'ai un couteau invisible et tout d'un coup, je me prends en train de le voir, en train d'agresser cette jeune fille, et non seulement de l'agresser, mais de la violer. Qui voit donc le couteau invisible qui tue l'élève, cette même conscience qui tout d'un coup se gêne devant la question posée par le pompier. C'est quoi la question essentielle posée par le pompier au milieu de la pièce? À propos, à la page 70, à propos, et la cantatrice chauve? Parce que vous allez, où est la cantatrice chauve dans la cantatrice chauve? Elle est dans cette question de pompier. Tout d'un coup, on se dit, ah oui. Il n'y a pas de réponse, bien entendu, à cette question. Je pense que le tableau que brosse Ionesco est presque intolérable. Je dis presque intolérable. S'il est présenté de façon comique, puisqu'on rit devant ces pièces, s'il est présenté de façon comique, parce que le comique, comme dit Ionesco dans Notes et contre-notes, le comique c'est l'intuition de l'absurde, la révélation de l'incroyable. Je pense que j'avais cité ces idées dans le cours précédent. Ce comique ne nous rend en aucune manière aveugles à l'horreur de la situation. Et c'est ça ce qui gêne. On rigole et tout d'un coup, on voit devant nous sur la scène un viol. Et là, on se rend... Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le comique là. C'est gênant. Au contraire, Ionesco, me semble-t-il, attire notre attention sur cette situation, sur l'horreur de cette situation, en mettant l'accent sur le mécanisme désespéré qui nous prend au piège. On est pris au piège à ce moment, par exemple, du viol dans la leçon. Dans un monde donc dépourvu de système, qui était le grand sentiment de l'après-guerre, n'est-ce pas, à la fin des années 40-50, suite à la guerre, etc., l'hostilité devient le mot d'ordre. S'il n'y a pas de système, s'il n'y a pas d'ordre, le mot d'ordre, c'est l'hostilité. On vit dans un monde hostile. Sartre l'a dit déjà, Camus l'a dit déjà, mais ils l'ont dit. Ce théâtre le montre, le visualise. Chez Beckett, donc, cette hostilité est une hostilité d'absence. C'est une hostilité d'absence, un manque de réponse aux besoins de l'homme. Un vide, là où l'homme aurait espéré trouver un sens. Désespéré, puisqu'on voit le désespoir derrière Ham et même derrière Clove, comme le désespoir derrière Vladimir et Estragon, n'est-ce pas? Chez Ionesco, cette hostilité, selon sa disposition, cette hostilité peut sembler encore plus menaçante puisqu'elle est présente, elle est écrasante. Là où le monde était hostile chez Beckett à cause de l'absence, à cause du vide, c'est l'extrême contraire chez Ionesco.
les objets, j'en ai déjà dit, n'est-ce pas, envahissent la scène. Les chaises dans la pièce, la chaise, envahissent la scène et poussent les personnages dans les coulisses, en dehors de la scène. Amédée, au commence à s'en débarrasser, le cadavre qui grandit dans la chambre devient tellement grand qu'il pousse également Amédée de la scène. Une présence écrasante. Là où les personnages de Beckett s'inquiètent, là où les personnages de Beckett attendent, les personnages de Ionesco sont attaqués, violentés, soit verbalement, dans la cacophonie de la fin, soit littéralement, dans la violence faite à l'encontre de la jeune fille. Par des mots, donc, violentés par des mots capables de devenir, n'est-ce pas, des objets. Le mot couteau peut tuer. J'arrive donc à ma deuxième et troisième partie. Vous avez des questions sur cette partie-là, sur la structure? Je pense que c'est très important de comprendre comment Ionesco a structuré ses pièces pour s'en prendre à certaines règles, d'une certaine manière. Bon, peut-être à la fin, vous aurez des questions. Les personnages et les langages. Donc, deuxième et troisième point, les personnages et le langage. Encore que, bien entendu, l'interaction entre action, personnage et langage est continue. La séparation que je fais est d'une certaine manière tout à fait artificielle pour m'aider à analyser ces textes. Deuxième point, donc, les personnages. J'avais dit tout à l'heure que tout, au début des pièces de Ionesco, nous paraît familier. La situation paraît tout à fait familière. Les personnages qui viennent sur la scène nous sont reconnaissables. Il y a donc, au début des pièces, Ionesco crée au début des pièces une identification. On s'identifie aux personnages. On s'identifie aux personnages. Ils sont reconnaissables. Toutefois, le spectateur, habitué, disons, au théâtre du boulevard, au théâtre bourgeois tellement détesté par Ionesco, ce spectateur qui a l'habitude d'exploration psychologique, de comprendre les mobiles des personnages, pourquoi tel ou tel a trompé son mari, pourquoi tel ou tel est devenu, etc. Ce spectateur qui a l'habitude donc de ces explorations psychologiques, d'exploration des sentiments, des passions humaines, il va être, n'est-ce pas, très vite déçu, puisqu'il n'y a pas de psychologie dans ces premières pièces de Ionesco. De nouveau, je souligne qu'il s'agit de ces premières pièces et que Ionesco va évoluer énormément par la suite. Les personnages de Ionesco, n'est-ce pas, se révèlent rapidement être, plutôt que des personnages, plutôt des pantins. On a vu la semaine dernière l'intérêt de ce jeune garçon qui était Ionesco pour les Guignols, pour le théâtre des Guignols, où il disait qu'il ne riait pas. Il était tellement fasciné par la mise en forme des Guignols qu'il ne riait pas. Tous les autres enfants, apparemment, étaient en train de rigoler. C'est sa mère qui lui a dit. C'est dans un entretien que vous pouvez trouver sur YouTube. Que lui, il ne rigolait pas dans ses marionnettes. Il était trop fasciné par la mise en scène. Donc les personnages de Ionesco se révèlent rapidement être plutôt des pantins, des Guignols, qui ont trop grandi, des machines monstrueuses, des caricatures de nous-mêmes, enflées, disons, jusqu'à d'énormes proportions. Et tout d'un coup, ils nous semblent inhumains. Tout d'un coup, ces personnages nous semblent inhumains, non pas parce qu'ils se conduisent autrement que nous. Qui n'a pas, par exemple, vécu une scène, pas trop bouger, qui n'a pas vécu une scène à la maison où l'un parle et l'autre n'écoute pas? C'est ce qui se passe avec les Martin et les Smith. Blablabla, et l'autre n'écoute pas ou parle dans le coin. Qui n'a pas fait
un cours, une leçon avec un professeur. Donc ce sont des situations qu'on reconnaît, des situations tout à fait humaines, quotidiennes, banales. Donc, ils se révèlent inhumains, non pas parce qu'ils se comportent autrement que nous, mais parce qu'ils se conduisent précisément comme nous, mais avec une intensité si accrue, si exagérée, et là on tombe dans la caricature bien entendu, si exagérée, que le comportement devient inhumain, comme j'ai dit, ou improbable, choquant. Ce qui nous frappe donc dans ces attitudes inhumaines, dans cette vaine répétition, dans ces manques de réponse, cet aveuglement, cette étroitesse, c'est une très lente accélération, progression, comme il a dit, une très lente accélération des personnages, un manque de contrôle tout d'un coup poussé au paroxysme. Poussé au paroxysme, c'est très évident dans les répliques du professeur à l'élève. Dans la cantatrice chauve, comme j'ai dit, je pense qu'il ne convient pas de parler de personnages proprement dit dans ces premières pièces. Il convient plutôt de parler de marionnettes. Ce sont des marionnettes, des figures non figuratives, comme il avait dit dans la citation tout à l'heure. Même Mary, la bonne, qui semble celle qui représente une sorte de raison, même Mary, la bonne, ne peut être caractérisée finalement comme personnage. Rien, à la page 32, rien ne nous empêche de croire que son vrai nom n'est pas Mary, mais Sherlock Holmes. Rien ne peut contredire cette affirmation. Dans la leçon, le public témoigne d'une scène de violence chez les personnages beaucoup plus troublante qu'à la fin de la cantatrice chauve où ils se hurlent les syllabes, les consonnes, les voyelles l'un à l'autre. Dans la leçon, donc, le professeur, dans les pages 142 à 144, ici, dans la leçon, le professeur va faire, je cite, une sorte de danse du scalp. Je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble, mais vous imaginez une sorte de danse de scalp autour de l'élève, tandis qu'elle recule, je cite, maladive, langoureuse, envoûtée. Et au moment du meurtre même, il devient évident, je l'ai dit et je le souligne, qu'il s'agit d'un simulacre de viol. Elle crie « Ah !» tombe dans, je cite, une attitude impudique, les jambes écartées, le professeur debout entre ses jambes, avec, je cite, un soubresaut bien visible de tout son corps. Et puis ces mots, « Salope, c'est bien fait, ça m'a fait du bien. Ah, je suis fatigué. J'ai de la peine à respirer. Ah !» Avec des modulations selon le comédien, j'imagine, qui va mettre l'accent sur ces mots pour simuler en même temps la jouissance. Ces mots donc suivis par cette attitude enfantine avec la bonne, et le tout dans cette scène à la fin de la leçon, le tout est bien entendu calculé à choquer, à gêner tout d'un coup le spectateur qui a rigolé jusqu'alors, et tout d'un coup voit la conclusion, disons, la logique créée par la pièce. Troisième et dernière partie. Étant donné que le professeur effectue ce viol et ce meurtre à l'aide d'un couteau invisible, c'est-à-dire avec le mot couteau devenu objet, comme j'ai dit, capable de tuer,
on ne saurait séparer les personnages du vrai drame. Le vrai drame qui se déroule, à mon sens, devant nous, sur scène, ce vrai drame qui est celui du langage. De nouveau, je fais quelques points de comparaison avec Beckett pour bien les distinguer. Chez Beckett, malgré les situations dérangeantes, déconcertantes, on est quand même devant des individus vivants. Godot, Vladimir, Estragon, Pozzo, Locke dans une moindre mesure, mais certainement avec Ham et Clove, etc. Même les deux parents dans les poubelles, sont des individus vivants. Ils ont un caractère. Ils ne sont pas exagérés, je veux dire, ils ne sont pas exagérés chez Beckett au point de devenir d'impossibles caricatures. Ils adoptent, je dirais même, chez Beckett, des attitudes humaines devant une situation inhumaine, une situation désespérée, de vide, de silence, d'absence. Chez Ionesco, en revanche, comme on vient de voir, il s'agit d'attitudes inhumaines, de pantins grotesques. Et je pense que symptomatique de cette différence entre les personnages de Beckett et les personnages d'Ionesco, c'est le langage. C'est le langage. Dans la citation 21, que j'avais citée au début de ce cours, Ionesco parlait, n'est-ce pas, du langage désarticulé. Le langage, donc, désarticulé d'Ionesco exprime une personnalité qui n'existe plus. Ce langage désarticulé exprime une personne qui s'est décomposée, pour reprendre les formules exactes qu'il utilise. Décomposition de personnages, désarticulation de langage. C'est ce qu'il dit dans la citation 21. Les personnages de Beckett, d'autre part, parlent un langage qui ne s'est pas du tout désintégré. Le langage, chez Beckett, reste intact. Même lorsque Beckett, n'est-ce pas, décide que la présence physique sur la scène est trop encombrante dans ses pièces, et ensuite, comme j'avais dit, la disparition progressive corporelle chez Beckett, qu'est-ce qui reste? C'est le langage. C'est le langage. Donc il n'y a pas de désarticulation du langage, de désintégration du langage chez Beckett. C'est tout ce qui reste finalement. Comme il dit dans Les Nommables, je ne peux pas continuer, il faut continuer. Et ça continuera. Je pense que l'univers de Beckett est un monde de désintégration, réduit à l'essentiel, un arbre, deux poubelles, un tas de sable, 3 vases, une bouche, et ainsi de suite. L'univers est donc, chez Beckett, un univers de désintégration physique, un monde de tourment moral, mais le langage n'est pas encore délabré au point de tomber en miettes. C'est-à-dire que Beckett ou le langage chez Beckett continue à présenter une surface cohérente, une certaine cohérence, même si les personnages ne peuvent plus communiquer réellement au moyen de cet instrument usé. Il y a donc de la répétition, c'est clair, on l'a vu chez Beckett. Chez Ionesco, les répétitions chez Ionesco sont plus irrationnelles, beaucoup plus irrationnelles. Les syllabes qui sont hurlées comme une arme pour agresser l'autre, pour agresser autrui, les syllabes sont dénuées de sens.
ces répétitions trahissent ce que je vois comme le caractère tout à fait mécanique, le caractère mécanique ou le vide de ces personnages. Ceci dit, ni Ionesco ni Beckett n'utilisent le langage simplement pour une meilleure compréhension du personnage ou pour développer l'action. Comme on a vu chez Beckett, parler fait simplement passer le temps. Ça fait passer le temps. Donc Beckett peut, oui, utiliser le langage comme un objet en soi, comme le fait Ionesco, mais un peu à la manière de la poésie. Depuis Baudelaire, cette condensation du langage, où chez Beckett, n'est-ce pas, on dit très peu, mais en disant très peu, on dit énormément. Les silences, chez Beckett, disent autant que les paroles qui les entourent. Et de nouveau, j'attire votre attention, en lisant une pièce de Beckett, il y a autant de silence dans les didascalies que les dialogues. Silence, un temps, silence, un temps, etc. Avec Ionesco, au contraire, tout au contraire, au lieu de quelques mots qui cachent beaucoup de sens, comme chez Beckett, on a d'innombrables mots qui masquent simplement le vide, qui ne disent rien. Alors que Beckett compte sur les connotations, sur les silences, même je dirais, je ne l'ai pas analysé la semaine dans le cours sur Beckett, mais je pense qu'on peut le constater dans le rythme, le pouvoir du rythme, les répliques qui se répètent, la nudité de la rhétorique. Ionesco prend le langage pour quelque chose qui a, me semble-t-il, une existence physique propre. Et il le réduit en pièces pour révéler le vide qui se cache, qui se trouve dessous. Les personnages de Ionesco, donc, montrent que le langage n'est que délire systématique. Délire systématique. Il y a donc un processus d'émiettement, et en s'émiettant, en tombant en miettes, le langage entraîne avec lui toute la superstructure, si vous voulez, de la conscience. Toute la superstructure du monde raisonnable. Quelques exemples. Je reviens à la scène de Bobby Watson. Vous vous souvenez de la scène, c'est une des scènes les plus célèbres, entre les pages 16 et 20. On a dans cette scène où tout le monde finalement devient Bobby Watson, mort, vivant, enfant, garçon, fille, etc. On a une attaque acharnée contre la logique, contre la fonction même du langage et du nom propre. Lorsque je dis mon nom, Bobby Watson, ce nom fonctionne à m'identifier. Je suis Bobby Watson, n'est-ce pas, par rapport à Sarah Wilson. Donc, le référent de Bobby Watson, c'est une identité. Moi, je suis X par rapport à Y. Il m'isole, il m'identifie. Mais si tout le monde est Bobby Watson, il n'y a plus de référent derrière le mot, derrière le nom propre. Il n'y a plus d'identité. Donc, c'est dans cette scène-là, c'est très comique comme scène, bien entendu, mais ce qui est vraiment en jeu, c'est toute la question de la référence qui se trouve subvertie, qui se trouve détruite. Donc, la répétition du signifiant, Bobby Watson, dans des contextes incompatibles,
Bobby Watson, n'est-ce pas, ne peut pas être à la fois mort et vivant, fille, garçon, etc. Annule finalement l'une des premières fonctions du langage. Et l'une des premières fonctions du langage, c'est-à-dire, c'est la communication et l'identité. Deuxième exemple, entre les pages 23 et 32 de la cantatrice, la logique des Martins. Monsieur Martin, n'est-ce pas, est arrivé, il dit où il habite, avec le nombre d'enfants, etc. Et Madame Martin dit, tiens, qu'est-ce que c'est bizarre, quelle coïncidence. Moi aussi, j'habite dans telle ou telle maison, dans telle ou telle adresse, avec tel ou tel enfant, etc. Et tout porte à croire que Monsieur et Martin sont en effet Monsieur et Madame Martin, qu'ils habitent la même maison, qu'ils partagent les mêmes objets, qu'ils ont les mêmes enfants, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Mary entre tout d'un coup sur scène, et qu'est-ce qu'elle dit, Mary? Vous ne vous souvenez pas peut-être, hein? Elle montre que la logique est fausse à cause d'un des enfants qui a un œil d'une couleur bleue à gauche et pas à droite. Et à partir de cette contradiction-là, tout s'écroule. Donc là, c'est la logique, de nouveau, des Martins en l'occurrence, qui est démentie par Mary. Troisième exemple, 39-43, page 39-43, ça sonne à la porte. C'est quoi la logique lorsque ça sonne à la porte? Allô? Personne. Première fois, c'est bizarre. Deuxième fois, toujours personne. Quand ça sonne encore une troisième fois, je sais qu'il n'y a personne, puisque l'expérience m'enseigne que quand ça frappe à la porte, il n'y a personne. Donc cette logique, n'est-ce pas, qui est tout à fait logique, je sais par expérience que quand ça frappe à la porte, il n'y a personne. Cette logique-là, qui en fait est une antilogique, c'est une antilogique. Cette logique antilogique n'est ni confirmée, ni démentie par l'arrivée du pompier. Puisque la quatrième fois que ça arrive, c'est le pompier. Mais le pompier dit, ce n'était pas moi la première ou la deuxième fois. Donc, cette logique n'est pas confirmée, n'est pas démentie. Quatrième exemple, sur les 6 que je vous donne, pour bien comprendre comment Ionesco joue ici avec le langage et la logique, hein. Ce sont les calculs dans la leçon, page 103. Le professeur dit à son élève, il ne s'agit pas de deviner, il faut raisonner. Il ne s'agit pas de deviner, il faut raisonner. L'élève réplique, il répond, ne pouvant me fier à mon raisonnement, j'ai appris par cœur tous les résultats possibles de toutes les multiplications possibles. Oh ben c'est magnifique. Elle a appris toutes les possibilités possibles dans un tableau de multiplication. Et il s'avère par la suite qu'elle est absolument incapable de soustraire. Donc ce qu'elle peut faire dans un sens, incapable de faire logiquement dans l'autre. Cinquième, l'avant-dernier exemple, page 124, la prononciation. La prononciation dans la leçon, je vous lis un passage. Tout est ici c'est écrit avec un F. OK? La lettre F. La prononciation à elle seule, dit le professeur, vaut tout un langage. Une mauvaise prononciation peut vous jouer des tours. À ce propos, permettez-moi, entre parenthèses, de vous faire part d'un souvenir personnel. J'étais tout jeune, encore presque un enfant. Je faisais mon service militaire. J'avais au régiment un camarade, vicomte, qui avait un défaut de prononciation assez grave. Il ne pouvait pas prononcer la lettre F. Au lieu de F, il disait F. Ainsi, au lieu de fontaine, je ne boirais pas... il ne pouvait pas prononcer la F. Ainsi, au lieu de fontaine, je ne boirais pas de ton eau, il disait fontaine, je ne boirais pas de ton eau. Il prononçait fille au lieu de fille, firmin au lieu de firmin, faillot au lieu de faillot, fichez-moi la paix au lieu de fichez-moi la paix, fatra au lieu de fatra, fi fon fa fa au lieu de fi fon fa fa, Philippe au lieu de Philippe, victoire au lieu de victoire, etc., etc. Nous, le spectateur, on entend qu'il n'y a absolument aucune différence, aucun défaut de prononciation. Le F dans les phrases qu'il donne sont prononcés F.
Donc le discours du professeur, n'est-ce pas, est contredit au moment même de son énonciation. Le discours qu'il donne se contredit au moment de l'énonciation, au moment qu'il le prononce même. Sixième et dernier exemple, avant d'arriver à ma conclusion, la traduction dans la leçon, qui peut nous sembler tout à fait logique dans cette antilogique que crée Ionesco. La différence, n'est-ce pas, entre l'espagnol et le néo-espagnol, qui sont, il s'avère, on l'entend dans les répliques, tout à fait identiques, ou, comment dire, ma patrie est la France en portugais. Ma patrie est la France en portugais, se dit le professeur, ma patrie est le Portugal. Ah, c'est tout à fait logique. Et je conclus avec Ionesco, avant d'enchaîner avec Genet une autre fois. Ionesco, il me semble, cherche à libérer, comme il a dit à la fin, libre, c'est-à-dire libérer. Libérer le langage. Libérer d'abord le langage, libérer l'esprit humain, libérer l'inconscient de ce qu'il voit comme une sorte de camisole de force qu'est la logique. L'irréalité dans ces pièces fait son apparition lorsque le langage, ne pouvant plus contenir les significations, s'accélérant donc, échappe à tout contrôle. Échappe à tout contrôle. Le langage, le mot, devient ainsi matière, objet, capable de frapper, capable même de tuer, comme dans la leçon. Mais en même temps, si les choses sont à tour de rôle choquantes, comiques, cruelles, absurdes, avec tous ces illogismes, ces paradoxes, le tout, dans les pièces de Ionesco, le tout est basé dans un très solide réalisme. C'est-à-dire ces ennuyeuses situations quotidiennes du salon, d'un cours, de professeur à l'élève, qui va peu à peu donc révéler un réalisme intérieur que Ionesco croit être plus réel que le réalisme, comme on a vu la semaine dernière dans les premières citations, plus réel que le réalisme, plus universel pour Ionesco qu'aucune forme de réalisme extérieur. C'est ce qu'il a appelé, n'est-ce pas, j'avais cité la semaine dernière, c'est ce qu'il a appelé l'incroyable révélé par l'étonnement. L'incroyable révélé par l'étonnement. Eh bien, j'ai fini avec Ionesco. Je vous invite à poser des questions si vous en avez. Je voudrais enchaîner la semaine prochaine maintenant avec Genet. Genet qui va nous ouvrir une troisième perspective dans l'expérimentation formelle théâtrale de l'après-guerre. Il y en a d'autres, bien entendu, Arabal, Adamov, etc. Mais je vais me pencher sur Genet la semaine prochaine, avec les Bonnes et le Balkan. Et est-ce que vous voulez revenir sur des aspects du théâtre de Ionesco ou sur quelque chose que j'ai essayé de montrer aujourd'hui ?